Voilà. Donc, on est en ligne. Bienvenue Sixtine sur la chaîne de Challenge ta vie. Je suis super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bah, Euh, merci de ouais, m'avoir invitée, pour cette interview déjà. bon, bah, avec grand plaisir. Franchement, quand j'ai vu ta chaîne YouTube, quand j'ai vu ton blog, ça m'a vraiment inspirée. Voilà, en tant que voyageuse, on connecte pas mal. En tout cas, moi, je me suis connectée à ton contenu. Et c'est pour ça que bah, j'avais envie de partager à ma communauté un peu de ton parcours, un peu ce que tu fais. Donc, ce sera la première question de cette interview. Si tu pouvais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Sixtine, prénom pas très commun. J'ai 26 ans, donc en ce moment j'habite à Montréal au Québec et je voyage autour du monde depuis 6 ans. J'ai commencé en 2014 en fait, je suis partie, vivre à Ottawa au Canada aussi dans le cadre d'un échange. J'ai resté, 2 ans au Canada donc pour, mon échange universitaire, pour mon master. Après je suis partie vivre au Cambodge pendant quelques mois parce que j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas. Je suis aussi passée par le Brésil, j'ai vécu 1 an là-bas et finalement, bah, j'ai décidé de revenir au Canada. Donc voilà, Waouh! voilà pour moi. Ah ouais. Génial. Donc, en 2014, si on fait le calcul, tu avais quoi? Tu avais 20 ans, quoi? 20, 21? 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça, ouais. Mmh. Ouais. Waouh, c'est quand même tôt. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à l'époque à prendre tes affaires et partir à l'aventure? Je pense qu'en fait, j'ai toujours un peu voulu le faire, mais sans me le dire vraiment consciemment. L'année d'avant, donc en 2013, j'avais 19 ans, j'ai eu, l'opportunité de partir, au Vietnam, dans le cadre d'un volontariat et en Mhm. fait, quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit: «Waouh, trop bien, je vais partir au Vietnam». Première fois que je partais aussi loin en fait, de la France, même de l'Europe, Mhm. sans mes parents. Je partais avec une copine, mais c'était vraiment un voyage, on va dire, plus adulte. Ouais. Et je pense qu'en fait, le fait de me rendre compte que j'arrivais à me débrouiller toute seule à l'étranger, dans une culture qui était complètement différente de la mienne, ça a vraiment fait un déclic. Ouais. Après, bah, quand j'étais à l'université, j'ai eu l'occasion donc de partir en échange universitaire et là, je me suis dit: «Bah, c'est bon, il faut que je le fasse». Donc je suis partie au Canada et puis, bah, après, c'est lancé, quoi. Donc je me voyais pas vraiment revenir en arrière. Mais le premier déclic, je dirais que ça a été quand je suis partie au Vietnam, de découvrir une culture, aussi différente de celle que je connaissais à la base, en fait. Ouais. Super, super. Et, et du coup, si on revient un petit peu sur ton parcours professionnel, parce que du coup, moi, je t'ai découvert donc sur YouTube, via ton blog, etc. Donc, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu tes différentes activités? Oui, alors, j'ai l pendant 2 ans et demi travaillé en ONG, donc à la base, c'était un peu ma voie parce que j'ai fait un master en relations internationales, donc à Montréal et je pensais vraiment que j'allais, m'aligner là-dedans. Finalement, à un moment, en fait, j'ai voulu découvrir autre chose, je dis souvent que je suis un peu un couteau suisse parce que j'aime beaucoup de choses, j'aime découvrir et faire pas mal de choses. Mhm. Donc j'ai travaillé en ONG et au bout d'un moment, c'est quand j'étais au Brésil, je voulais, bah, gagner un peu plus d'argent, parce que quand j'étais au Brésil, j'avais un salaire brésilien et je voulais gagner un peu plus d'argent histoire de pouvoir en fait, bah, voyager tout simplement et Mhm. j'ai commencé à me lancer en freelance. Donc ça s'est vraiment fait un peu par hasard. Donc je le suis toujours actuellement, même si c'est plus mon activité principale pour le moment. Donc j'ai commencé un peu à diversifier mes missions, autant en création de contenu, en rédaction, en traduction. Tout ça, c'est un peu mes activités principales de freelance. Sinon, bah, comme je disais, j'ai un travail, de bureau un peu conventionnel, ici au Canada, pour, faire, très général. Je travaille en logistique, donc vraiment rien à voir. Et puis, bah, sinon, j'ai, bah, mon blog et la chaîne YouTube, qui forcément, bah, me rapportent un peu d'argent, mais, c'est plus de l'argent de poche, on va dire, quoi. D'accord, ok, de l'argent de poche. Ok, bah en tout cas, moi j'ai vu tes différents contenus et c'est plutôt puissant et j'ai vu que ça marchait quand même bien. Tu as une belle communauté qui te suit. Oui, je suis Est-ce que dans ce sens, tu te vois faire, enfin développer peut-être d'autres choses avec cette communauté par la suite ou... honnêtement, je pense que j'aimerais bien. J'ai peut-être un peu de mal pour l'instant à me projeter sur, la forme que ça pourrait prendre parce que, Ouais, bah, pour l'instant, c'est plus une passion, un hobby qui certes me rapporte un peu d'argent, mais qui est loin d'être mon activité principale. Mais ok. c'est sûr que si un jour ça peut devenir une source de revenus qui est plus conséquente, bah, forcément ça serait quelque chose de super parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je fais au quotidien Mhm. et que j'aime beaucoup. À l'avenir, je pense que j'aimerais beaucoup peut-être, lancer, par exemple des guides,
format PDF, par exemple, enfin, des e-books, parce que je trouve que c'est quelque chose de génial que tu peux emporter Mmh. partout et qui est Mmh. tellement pratique, en fait, en voyage. Heu, voilà, ce genre de contenu, par exemple. Pour l'instant, je reste vraiment sur le blog et la chaîne YouTube parce que c'est ce que j'aime faire et que j'ai pas encore, on va dire, pris le temps vraiment de me consacrer plus à des e-books ou à des guides. Mais Ouais, c'est clairement quelque chose que j'envisage par la suite. d'accord, super. Et même si, aujourd'hui, c'est peut-être pas ton activité principale et cetera, comment, on devient freelance comme ça? On se dit: «Allez hop, je suis au Brésil, j'ai envie de me faire un peu plus d'argent, puis je lance des activités, des services à droite à gauche». Comment ça se passe? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, mais en fait, créer le statut d'auto-entrepreneur, en France, c'est quand même assez facile. C'est vraiment, une procédure qui est assez rapide. Faut Mmh. juste, se déclarer en auto-entrepreneur et évidemment, quand même donner un certain nombre d'informations, heu, bien aussi enregistrer son je crois que ça s'appelle enfin, sa classification en fait d'auto-entrepreneur parce qu'on peut littéralement être auto-entrepreneur dans tout et n'importe quoi. Donc il faut quand même Mmh. lister si on est par exemple rédacteur web, si on est créateur de contenu, ce genre de choses. Mmh. Mais la création littéralement du statut est vraiment pas compliquée. Je pense que la chose la plus compliquée au début, c'est peut-être de savoir comment approcher les gens pour commencer à avoir, ses premiers contrats et ses premiers clients. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'étais sur un site, qui proposait des missions de rédaction web et il y a une femme, en fait, qui m'a fait confiance directement, qui avait une agence de voyage, solidaire et qui avait besoin, en fait, de quelqu'un qui lui rédige, je crois que c'était 4 articles à l'époque, chaque mois sur le blog de son agence de voyage pour mettre en avant les destinations et c'était des destinations que je connaissais. C'était le Cambodge et le Vietnam. Donc Ah! forcément, ça lui a plu et en fait, je lui ai envoyé un essai, tout simplement de peut-être, 10 lignes, 15 lignes et ça lui a plu. Elle m'a dit: «Écoute, je te donne ta chance pour le premier mois» et finalement comme, les 4 articles que je lui avais écrits pour le premier mois lui avaient plu, on a continué sur la suite et ça a été ma première cliente. Donc forcément, dès qu'on a un premier client, c'est plus facile de se vendre, auprès de futurs autres clients parce que j'avais déjà, en fait, quelque chose à montrer. Je pense aussi que le fait d'avoir un blog a dû aider. Ça a toujours Mmh. été un support que j'ai mis en avant. Mmh. Après, on m'a jamais dit: «Ah, j'ai vu ce que tu avais fait sur ton blog, j'aimerais bien en fait, pouvoir, t'embaucher pour une mission». Ça, on me l'a jamais dit, mais je pense que ça fait quand même une vitrine. Le plus Ouais, dur, je ça pense. reste quand même ton 1er client. Ouais, bah, oui, oui, j'imagine. Et du coup, ce Mmh. site en particulier, est-ce que ça te dérange de le partager Pas du ou? tout, pas du tout, c'est rédacteur.com, donc je pense que c'est un site, Ah ouais? vraiment, tu le trouves, très facilement et Mmh. c'est littéralement un site, sur lesquels, tu peux trouver des missions de rédaction web sur, tous les sujets et moi j'ai fait, des missions de rédaction sur ce site, je crois que j'ai rédigé des programmes immobiliers à un moment, j'ai aussi fait un Ah communiqué de ouais! presse, pour, une association vin et fromage, donc vraiment sur, plein de sujets. Après, je pense que c'est à la personne de voir si elle se sent à l'aise, dépendamment du contenu qu'elle veut rédiger. Par exemple, moi, je ne me verrais pas du tout rédiger, des contenus sur, des sujets comme la finance, par exemple, mais Ouais. c'est très facile, en fait, sur ce site de pouvoir, trier les missions en fonction des sujets qui nous intéressent ou les sujets sur lesquels, on se sent compétent pour écrire, en fait. Ah, c'est bien, ouais, c'est top. C'est top, Ouais, non, c'est moi, intéressant parce que ça m'a vraiment aidée. moi, je connaissais tout ce qui est, tu sais, Fiverr, 5 € Oui. ces sites-là, mais Mmh. rédacteur.com, je connaissais pas donc non, franchement, J'ai c'est jamais utilisé, Fiverr et 5 €, jamais utilisé. ah Je ouais. sais pas du tout ce que ça vaut. Non, moi je crois que j'avais tapé, mission rédaction web, sur Google, c'est un des premiers sites qui était sorti et Mmh. le site est plutôt simple et plutôt clair donc j'avais tenté ma chance et ça marche très bien. Je D'accord. l'utilise plus actuellement encore une fois parce que, j'ai un peu moins de temps aussi, Mmh. que j'ai des clients réguliers en fait, qui me permettent, pour l'instant, on va dire, de pas continuer à chercher d'autres missions. Mais quand je redeviendrai, freelance, à temps plein, pour de bon, c'est sûr que je repasserai, sur ce site-là parmi plein Mmh. d'autres, bien sûr. Mais c'était vraiment un site, moi, qui m'a permis d'avoir ma première cliente et qui m'a permis d'en avoir quelques autres ensuite. Ouais, de te lancer. Génial. Mmh. Génial. Et si on revient un petit peu sur le côté voyage, donc tu nous as parlé essentiellement de 3 zones. Tu nous as parlé du Vietnam, Vietnam, Cambodge, un peu le côté Asie du coup, Brésil, côté Amérique latine et puis Canada. Heu, Exactement.
Du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en détail sur ces zones-là? Qu'est-ce que chaque zone t'a apporté dans la vie, quoi, vraiment au niveau croissance personnelle, au niveau prise de conscience? Comment tu décrirais chaque zone? Alors, je vais commencer par le Canada parce que ça a été ma première expérience de vie à l'étranger, donc vraiment, sur le long terme. Je pense Mhm, que ça m'a appris beaucoup au niveau de prendre confiance en moi, au niveau autonomie, au niveau indépendance, parce que c'était la première fois que je partais de chez mes parents, que j'allais habiter, seule, mhm, mais en colocation, enfin sans mes parents, dans un pays qui était pas du tout le mien, donc forcément avec une culture différente, même s'il y a pas non plus un énorme choc culturel entre, la France et le Canada. mhm, Il y a quand mhm, même, voilà, il y a quand même certaines différences culturelles et je pense que ça m'a appris beaucoup, à ce niveau-là sur, juste le fait de prendre mon indépendance et de devoir me débrouiller par moi-même sur plein de sujets. Mais c'était plus en termes de vie quotidienne, je dirais, parce que j'habitais sur place, j'allais à la fac et voilà. mhm, Quand je suis partie au Cambodge, ça a été très différent parce que donc, j'y étais pour mon stage de fin d'études et je travaillais, dans une ONG, dans la banlieue de Phnom Penh et je vivais dans une famille d'accueil cambodgienne. Donc là, ça a été un changement de vie total. Ah ouais. En fait, oui, il y avait un employé de l'ONG, qui vivait en fait dans une maison qui était fournie par l'ONG. Il vivait là avec sa famille et comme il y avait des chambres vacantes, dans cette, maison en échange du logement gratuit, que l'ONG en fait, fournissait à cet employé-là, et bien, sa famille et lui, devaient, loger des stagiaires, dans les chambres Mhm, vacantes. Bien sûr, je payais mon logement, mais eux ne payaient pas leur logement vu qu'il y avait cet échange de bons procédés. mhm. Et en fait, bah, j'ai vécu dans une famille, donc les parents avec les 3 enfants, pendant 5 mois et ça m'a appris beaucoup, l'humilité, à me remettre en question et à remettre en question littéralement, je pense, toute mon éducation et la manière dont moi j'avais vu le monde, sur, les Mhm. 22 premières années de ma vie. J'avais 22 ans à l'époque et ça m'a beaucoup appris en termes d'humilité et en termes d'adaptation aussi parce que les parents ne parlaient pas du tout ni anglais ni français et moi je ne parlais pas du tout khmer. Il y avait juste leurs enfants pour, faire la traduction et puis, un choc culturel parce que on venait de 2 horizons complètement différents. Ouais. Ça a été, une des expériences les plus enrichissantes que j'ai eu la chance d'avoir, je pense Mhm. et alors le Brésil, le Brésil, donc j'y ai vécu pendant 1 an. Je vivais, pas du tout à Rio ou Sao Paulo comme, la plupart des gens peuvent penser parce que c'est quand même les 2 villes assez populaire au Brésil. Je vivais à 5 heures au sud de Sao Paulo, à Curitiba. Donc, on pense que c'est une toute petite ville. Alors pour le Brésil, c'est plutôt une toute petite ville, mais en fait, ça fait la taille de Paris, donc c'est quand même assez grand. Ouais. Mais c'est juste que c'est pas nécessairement une ville très touristique, ni très connue, c'est juste que c'est la une ville qui est dans le même état que les chutes d'Iguassou. Voilà, mais sinon, il y a pas grand chose à savoir sur cette ville et Ouais. ça a été une expérience, assez compliquée au début parce que, le sud du Brésil, après c'est que mon avis, avis personnel, est assez fermé d'esprit, c'est ça a été compliqué l'intégration au Brésil. En plus, je parlais pas portugais et même en essayant, les gens étaient pas très avenants, pas très conciliants donc Ah ça a ouais? été ouais, ouais et alors après je sais que c'était valable seulement pour le sud du Brésil et que c'est pas du tout comme ça à Rio ou Sao Paulo et on me dit Ouais. souvent: «Oui, mais tu aurais dû aller à Rio ou Sao Paulo». Bah oui, mais l'opportunité que j'ai eue était à Curitiba donc voilà Ouais, ouais. et Ouais. et la preuve en est, quand j'ai voyagé dans d'autres coins du Brésil, j'ai pas nécessairement retrouvé cette froideur en fait et cette distance. Au Mhm. contraire, quand j'étais dans le nord du Brésil, les gens étaient tellement accueillants et chaleureux. Mais le Mhm. problème, c'est que moi, j'ai vécu dans une région où les gens n'étaient pas nécessairement comme ça et c'est ces Brésiliens-là que j'ai connus au quotidien et Mhm. ça a été un gros choc parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, en fait. Donc Ouais, ouais. bien sûr, au fur et à mesure des mois, j'ai connu des Brésiliens, sur place qui étaient super cool. J'ai encore des copines brésiliennes sur place, voilà, il faut pas non plus faire de généralités. Mais Mhm. je pense que ça m'a vraiment appris, le fait de pas venir avec des attentes, et que, bah, parfois, en fait, il faut juste se laisser porter, quoi. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, je suis arrivée au Brésil avec, des attentes et des id enfin, des un peu des clichés que j'avais en tête, que Bah ouais. tous Mhm. les Brésiliens étaient nécessairement chaleureux ou que mon expérience allait nécessairement se passer de telle manière. Ça a Mhm. pas du tout été le cas. Je regrette pas du tout mon expérience au Brésil, mais ça m'a vraiment appris, je pense, à lâcher prise sur, plein de Ouais. sujets et à me dire: «C'est comme ça et c'est pas autrement» et il faut faire avec, en fait.
Ouais, mais c'est bien là, parce que parmi les trois zones, enfin, avec les trois zones que tu viens de nous décrire, on dirait que tu as quasiment balayé tout le développement personnel, tu vois, genre confiance en soi, découverte de soi, découverte de l'autre, humilité, Mm, mm. gratitude, et puis lâcher prise, tu vois, juste comprendre, enfin, accepter les choses telles qu'elles sont et tout ça. C'est quand même dingue, quoi, je veux dire. Ouais, après, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut travailler tout le temps, je pense, parce que bah, quand je suis revenue là au Canada, je peux pas dire que je sais lâcher prise tout le temps. Il y a des choses qui sont hors de ma portée. Ouais, Je on pense que reste humain, c'est sûr. voilà, c'est ça, on reste humain. Donc, je pense que c'est des leçons que j'ai apprises. Après, dire que je les applique quotidiennement tout le temps, bon, c'est peut-être pas vrai. Des fois, j'ai des rechutes. Voilà, là, j'ai des rushs moi aussi. Ouais, non, mais ouais, mais mine de rien, c'est quand même des expériences qui marquent, je pense, Mm, qui font quand même la différence, tu vois. Si tu les avais pas vraiment, vécues, peut-être que tu t'en rendrais pas compte, justement, tu n'en serais pas consciente. complètement. Donc, non, c'est super intéressant. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin sur le côté ONG au Vietnam. C'était une ONG qui était dans quel domaine? Qu'est-ce qu'ils proposaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Alors, tu parles du volontariat que j'ai fait en 2013 ou de mon stage de fin d'études? Parce que je suis allée 2 fois. À l'ONG, ton expérience en ONG, parce que je trouve ça intéressant. C'est bien de développer le sujet sur un type comme ça de voyage dans des ONG. J'ai pas Mm. encore eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, donc c'est plutôt intéressant, ouais. Alors, quand j'étais en ONG, donc c'était mon stage de fin d'études que j'avais trouvé en tapant ONG Asie du Sud-Est. J'avais trouvé plein d'ONG et j'avais Mhm. fait une candidature spontanée pour un stage. J'ai eu des entretiens d'embauche et j'ai été embauchée. Donc, en fait, je voulais travailler en ONG. J'avais envie de travailler dans la gestion de projets en ONG. J'avais cette envie de voir vraiment un projet se développer de A à Z. Et Mhm. là, le fait de pouvoir aller travailler sur le terrain en ONG, je me suis dit, je vais apprendre pour les 10 prochaines années. Ce qui Mhm. a été le cas, pas nécessairement sur la gestion de projet en ONG, mais j'ai beaucoup appris quand même. Et donc, je suis partie pendant 5 mois dans une ONG dans un bidonville dans la banlieue de Phnom Penh. Et en fait, je faisais de la gestion de projet, mais j'ai aussi fait pas mal de communication et de collecte de fonds, parce que c'est une ONG qui est D'accord. à moitié, enfin, qui est franco-cambodgienne. Donc, il y avait des employés français, mais aussi des employés cambodgiens. Et certes, je venais quand même avec un projet de stage en gestion de projet, Mhm. mais il fallait aussi pouvoir être assez adaptable. Et ça a été super cool parce que j'ai énormément appris sur tout ce qui est communication marketing, par exemple. J'ai aussi énormément appris sur ce qui est collecte de fonds. Et la preuve en est, après, quand je suis rentrée en France pendant 10 mois, j'ai eu une petite période en France. Et j'ai été embauchée pour faire un service civique aussi dans une ONG en collecte de fonds, justement. Donc finalement, ça m'a bien D'accord. servi. Mais Ok. oui, ça a été ma première expérience de travail en plus parce que j'avais eu des boulots étudiants avant, mais j'avais jamais fait de stage avant. Et, Mhm. euh, et je travaillais donc avec, certes, des Français, mais aussi bah, des Cambodgiens. Et donc, Mhm. bah, j'ai appris tout ce qui est culture de travail à travers leur culture. Bah, voilà, pareil, le fait de devoir concilier, le fait aussi de travailler dans un pays où il fait 40 degrés, humidité 70%, et puis Ouais. de voir des choses qui ne sont pas nécessairement faciles tous les jours aussi, hein. Je travaille dans Mhm. un bidonville pour faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école. Donc, Mhm. voilà, c'est une autre réalité en fait, hein. Mhm. Super. Enfin, super. Super dans le sens, c'est Une quand belle même des expérience, expériences qu'on vit pas tous les jours. Donc, totalement. et puis je pense que, je sais pas si tu l'as ressenti, mais tu as dû ressentir quand même un sentiment d'utilité, tu sais, de pouvoir contribuer à une cause importante du monde, non? Oui, et en même temps, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne plus travailler en ONG, c'est qu'on a, enfin, en tout cas, je parle vraiment de mon expérience, mais je pense qu'on a souvent cette impression, en fait, quand on va travailler en ONG, qu'on va contribuer à quelque chose qui est plus grand que nous, et c'est totalement le cas. Mais il y a aussi, je trouve, un énorme sentiment de frustration quand finalement les projets qu'on avait imaginés n'arrivent pas à terme. Ah oui. Euh, et puis il y a aussi des choses qu'on ne contrôle pas. Je pense notamment dans les ONG dans lesquelles j'ai travaillé, il y a souvent des programmes de parrainage, c'est Mhm. super cool. Sauf qu'il y a des enfants en fait qui décident de ne plus aller à l'école. Il y a des enfants aussi qui se font retirer de l'école, par exemple, parce que les parents ne veulent plus qu'ils y aillent et on ne peut pas aller à l'encontre de ce que veut la personne. Parce que Oui, bah, on bah n'est pas oui. là pour les régenter.
Mm. Et en fait, enfin, c'est un peu vécu comme un échec parfois d'avoir mis en place tout un programme de parrainage et de se rendre compte que malgré tout, en fait, on peut pas On peut parer à pas toutes les changer les situations. choses. Ouais, on peut pas C'est ça, changer c'est tout, ça. quoi. Après, oui, il y a quand même un super sentiment d'utilité dépendamment des projets qu'on fait. Justement, dans cette ONG-là, donc on avait fait une campagne de collecte de fonds Mhm. pour faire en sorte d'acheter pas des fournitures, des équipements de sport en fait pour les enfants. Je travaillais en fait donc dans une ONG qui avait un centre d'accueil dans un bidonville qui permettait Mhm. d'accueillir les enfants parce qu'au Cambodge, l'école se fait à la demi-journée. Et donc ces Mhm. enfants-là, pendant la demi-journée où ils n'avaient pas école, ils venaient au centre et ils avaient des cours supplémentaires en français, anglais et khmer, plus accès à des activités culturelles et sportives qui coûtent forcément extrêmement cher pour eux et auxquelles ils n'avaient pas accès de manière générale. Mhm. Et comme le centre était totalement neuf, il y avait quand même un besoin d'équipement. Et donc, on avait fait une campagne de levée de fonds pour pouvoir acheter tous ces équipements-là, pour pouvoir équiper toute une salle de danse et pour pouvoir aussi payer un professeur de danse pendant un an. Il y avait aussi tout un programme de ciné-club, donc pour pouvoir acheter un rétroprojecteur pour pouvoir faire en sorte que les enfants puissent voir des films et qu'il y ait tout un club en fait là-dessus pour leur Mhm. faire une autre activité culturelle. Je crois que l'objectif à la base de cette collecte de fonds était de 4 000 € et le plafond était explosé à 8 000 €, je pense, quelque chose comme ça. Et de Ouais. savoir qu'on va pouvoir faire vraiment plus que ce qu'on avait prévu à la base, c'était un super sentiment. Puis ensuite, de voir par la suite, moi j'étais partie, enfin, j'avais fini mon stage juste après cette campagne de crowdfunding. Mhm. Comme je suivais toujours l'ONG en fait sur Facebook, j'avais pu voir par la suite quand la professeure de danse avait été embauchée et de voir les photos des cours de danse qui commençaient. Il y avait eu aussi à un moment des cours de yoga, de voir que les enfants avaient pu commencer leur ciné-club. Et c'était Ouais. cool de voir qu'on avait réussi à accomplir quelque chose. Ouais. Ouais, c'est clair. Ça doit être émouvant. Ça doit être émouvant. Génial. Et là, on arrive donc à la fin de l'interview. Au niveau de, si tu devais parler d'une, donc là, tu nous as parlé quand même de quelque chose déjà d'assez marquant. Mais Mm. est-ce que si tu avais une anecdote de vie, une anecdote que tu as vécue à l'étranger, je ne sais pas, au Canada, au Brésil ou même en Asie, c'est laquelle qui te viendrait comme ça tout de suite? Moi, je pense toujours à la famille dans laquelle j'ai vécu au Cambodge parce que les différences culturelles étaient quand même assez importantes. Ouais. Et je me souviendrai toujours, par exemple, donc dans l'ONG dans laquelle je travaillais, il y avait un club de théâtre qui Mhm. était en français. C'était pour que les enfants, en fait, puissent déjà un peu se découvrir, prendre confiance en eux et puis, en fait, vraiment améliorer leur niveau de français parce qu'il y a pas mal de programmes d'études universitaires au Cambodge fait, fait de la communication qui se font Mhm. toujours en français, notamment médecine, par exemple. Et ce club de théâtre avait eu l'occasion de partir en France, faire une petite tournée dans des salles des fêtes pour présenter leurs pièces de théâtre, pour prendre confiance en eux. Et c'était la première fois qu'ils partaient du Cambodge, qu'ils partaient Mhm. d'Asie, qu'ils partaient dans un pays aussi loin avec une différence culturelle aussi énorme. Et moi, j'en avais beaucoup parlé avec je dis mon frère d'accueil du coup, mais l'aîné en fait des 3 enfants de la famille dans laquelle j'étais. Mhm. Mhm. En fait, il me posait beaucoup de questions avant de partir parce qu'il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Il allait prendre l'avion, il ne savait pas quoi. Mhm. Et il m'avait demandé, par exemple, mais Christine, est-ce que tu penses qu'il y aura une salle pour répéter le théâtre dans l'avion? Je Dans lui ai dit, l'avion? ah oui, dans l'avion. Et lui, il ne savait pas en fait à quoi ressemblait un avion de l'intérieur. Et bah, forcément, il n'était jamais monté dedans. Et je lui ai dit, ah bah alors, comment te dire? Non, il va pas trop y avoir de salle pour répéter ta pièce de théâtre. Puis pareil, j'ai dû lui expliquer donc qu'il allait être assis, qu'il allait voir le ciel par le hublot, mais que par contre, il ne pourrait pas ouvrir le hublot. C'est pas comme une fenêtre normale, par exemple. Mm, 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 mm. Quand ils étaient revenus pour 3 semaines, le, le, le logisticien donc, de l'ONG, qui en fait était le père de la famille dans laquelle j'étais, était aussi parti avec la troupe de théâtre pour pouvoir, pour que les enfants en fait, puissent avoir un référent qui parle khmer et puis Mhm. bah, pour avoir quelqu'un aussi, encore une fois, pour encadrer le groupe. Mhm. Mais il avait 45 ans, première fois de sa vie aussi, qui sortait du Cambodge, d'Asie. Le choc culturel a été grand pour lui aussi. Et quand il est revenu, je lui ai demandé, quand je lui ai demandé, sans traduire par mon frère d'accueil, quelle était la chose qui l'avait le plus surprise en France. Mhm. Et c'était le métro.
Le métro, c'est génial. Il faudrait vraiment qu'on ait ça à Phnom Penh. J'irais bien plus vite pour aller au travail le matin. Et le métro avait été une révélation pour lui. Ah ouais? Et Waouh! de me rendre compte en fait de cette différence culturelle, mais dans l'autre sens, ça m'a vraiment fait me rendre compte à quel point on était différents et que Mmh. pour autant, ça a été une super expérience de vivre avec eux et que même si la différence culturelle est parfois un peu, enfin, ça m'a totalement fait sortir de ma zone de confort. Pour autant, ça a Mmh. été quand même une super expérience et un choc culturel, je dirais, positif pour le coup. Ouais, bah ouais. Mmh. Waouh! Ouais, trop cool ça. Moi, j'adore, les immersions comme ça, totales. Franchement, il y a rien de mieux, quoi. D'apprendre Ouais, directement après, c'est ça. des locaux là, d'apprendre directement, de partager, d'écouter des histoires des locaux, ça me Mmh. passionne, moi. Mais Mmh. les premiers jours, c'était quand même toujours un peu compliqué parce que, en fait, Ah j'avais ouais? très peur d'être, irrespectueuse et je savais pas trop comment faire, je savais pas trop où me mettre. Puis en Mmh. même temps, j'avais pas envie d'arriver dans leur famille et de m'imposer comme l'occidentale, en fait. Et Ouais, la ouais, preuve en c'est est, c'est que les premiers jours, j'avais pas le droit de faire la vaisselle, c'était eux qui faisaient la vaisselle après, le déjeuner ou le dîner. Puis jusqu'au jour où en fait, j'ai expliqué à mon frère d'accueil que en fait, je voulais faire la vaisselle parce que je faisais partie de cette famille temporairement et que c'était normal et que j'avais pas en gros à ne pas faire la vaisselle parce que, bah, moi aussi je mangeais et que moi aussi, bah, je salissais une assiette quand je mangeais mmh mh. et qu'en fait les autres avaient pas à le faire à ma place parce que, bah, chacun participe donc chacun fait ses corvées également. Et ouais, ça a été un je veux pas dire compliqué, mais ça a été un peu, des situations assez, assez surprenantes parfois. J'ai voulu aussi apprendre un peu quelques mots de khmer pour me faire comprendre par mon père et ma mère d'accueil. Et puis en khmer, pour dire «oui», ça dépend du sexe. C'est-à-dire OK, que moi, je suis une femme, donc je vais dire «cha», mais un homme va dire «ba». Je le OK. dis très mal d'ailleurs, j'ai aucun accent khmer, mais bref. Et en fait, j'avais pas du tout compris que la règle, c'était ça. Je pensais qu'on adaptait le «oui» en fonction de la personne à laquelle on s'adressait. Un Ah! jour, j'ai voulu répondre à mon père d'accueil et je lui ai dit «pas», donc c'est-à-dire le «oui» quand on est un homme. Ah bah, j'ai fait rire toute la famille, toute la famille. Mais c'est une bonne anecdote quand même, c'est juste que j'avais eu peur que ça soit considéré comme irrespectueux de ma part au début. En Ouais. fait, pas du tout, ils ont juste trouvé ça super drôle et puis, voilà. C'est un peu comme le portugais. Le portugais, tu dis obrigada ou obrigado, C'est ça, selon si tu es exactement. homme ou une femme. Donc, c'est un peu pareil, ouais, mais ouais, Oui, c'est c'est ça. marrant, ouais, c'est des expériences, des souvenirs, ça qui reste, c'est Mmh. Ah, totalement, ouais. c'est top. Et ouais, pour finir, on a quelques petites questions. Donc moi, tu sais que j'aide personnellement les femmes à vraiment gagner en confiance et en sens de vie grâce au voyage. Justement, selon toi, blogueuse voyage, voyageuse accomplie depuis ton plus jeune âge, qu'est-ce que tu en penses? En quoi, en effet, le voyage peut être vraiment un catalyseur, un accélérateur à ce niveau-là, au niveau de la croissance personnelle? Je pense qu'on se retrouve quand on est en voyage dans des situations, qu'on n'aurait pas nécessairement imaginées et je pense que ça déclenche aussi des réactions qu'on pensait pas nécessairement avoir. Mhm. Moi, c'était, je pense au Vietnam ou au Cambodge, je sais plus, où, parfois, le bus arrive en retard ou tu oublies ton passeport à l'hôtel, ce qui m'est arrivé par exemple. Je pense que si on m'avait raconté ces situations avant que moi je les vive, j'aurais anticipé mes réactions, de manière hystérique. Je pense que j'aurais pas du tout su gérer la situation et en fait, le jour où cette situation s'est présentée à moi, donc un jour j'ai oublié mon passeport dans un hôtel au Vietnam et je m'en suis rendu compte, 25 minutes après quand j'étais déjà dans le bus qui partait bien loin. En fait, je me suis rendu compte que j'ai bien mieux géré cette situation que ce à quoi je m'attendais. Je me Ouais. suis bah, j'étais quand même un peu stressée, mais j'ai plutôt réussi à rester calme et à me dire: Mhm. «OK, c'est quoi les étapes pour que là, le bus s'arrête, que tu puisses sortir du bus, que tu puisses récupérer ton passeport, puis ensuite que tu puisses prendre un autre bus pour aller à ta prochaine destination?» Mm. Et je pense qu'en fait, on a quand même des capacités, inexploitées dont on ne se rend pas compte tant qu'on Mhm. n'est pas en fait mise dans des situations de ce genre. Alors après, j'ai récupéré mon passeport et tout s'est bien passé, je pense qu'il y a d'autres situations aussi, Mhm. ou peut-être que j'aurais très certainement «mal réagi» entre guillemets. Mhm. Mais non, je pen le voyage, moi, m'a énormément aidée à mieux me connaître. Ça, c'est sûr et certain. Je Mhm. pense aussi que j'ai beaucoup appris à relativiser sur certaines situations et Mhm. je pense pas, c'est très cliché, mais je pense pas du tout que j'aurais la même personnalité ou la même vision des choses maintenant si j'avais pas voyagé.
Totalement, ouais, totalement. Et de toute façon, tu nous l'as dit pendant toute l'interview, au final, tu nous as fait un peu ton petit tour du monde et tu nous as fait un tour du monde intérieur aussi, hein, au final. Donc, donc c'est quand même assez fort. Moi, personnellement, ouais, je suis vraiment adepte du voyage au niveau croissance personnelle, parce que ça a été aussi mon cas. Donc, j'ai énormément évolué grâce au voyage. Enfin, avant, j'ai l'impression qu'avant, en fait, tu n'as qu'une partie du menu, tu vois. Si tu restes dans ta ville, tu n'as qu'une partie du menu, tu n'as que la carte du midi, tu vois, tu n'as pas la carte complète. Et je trouve ça dommage, parce que le T'as pas monde… toutes les promotions, tu vois. Comment? T'as pas les promotions, t'as pas l'happy hour, il n'y a pas tout ça, Ouais, tu tu vois. connais pas les combines, tu connais pas tout, quoi. Donc, le but, c'est pas de tout connaître, mais en tout cas, c'est d'en connaître assez pour après, derrière, toi, faire tes propres choix en connaissance de cause, tu vois, pas te restreindre. Et puis, puis surtout, Je trouve être… qu'avant de voyager, on voit qu'une partie du prisme, en fait. On Ouais. voit que, enfin, on pense se connaître et puis Mmh. pour moi, il y a un avant et un après, Mmh, mmh, vraiment. mmh. Ouais, carrément. Eh ben, écoute, Sixtine, merci encore pour cette interview. Franchement, c'était top. Ton parcours, bah, juste inspirant. Franchement, voilà, en tant que voyageuse, Merci moi, beaucoup. j'adore. Et juste pour finir, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver et quelles sont aujourd'hui un petit peu tes perspectives d'avenir, tes objectifs? Est-ce que tu prépares des choses? Bah oui, tu peux faire toujours des choses. Ah! Mais oui, après, non, il y a quelques projets de voyage, c'est sûr. Pour Ok. l'instant, c'est plus au Canada vu la conjoncture actuelle, ce Mhm. qui est très cool aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter au Canada. Non, bah, j'aimerais beaucoup repartir en sac à dos sur une durée plus ou moins longue, mais c'est encore en pourparlers de voir comment ça va s'aligner dans les prochains mois, prochains plusieurs mois d'ailleurs. Mhm. Donc non, c'est sûr, il y a des projets de voyage en sac à dos. Après, je sais pas encore où, ni quand, ni combien de temps, parce que, bah, malheureusement, en ce moment, on peut pas trop prévoir. Donc Mhm. des projets qui sont un peu mis en stand-by, mais je sais que ça se fera un jour. Et puis, bah, sinon, on peut me retrouver, sur mes réseaux sociaux. En général, c'est My Travel Project, donc à peu près partout. Donc bah, sur YouTube, sur Instagram, c'est My Travel Project et Mhm. mon blog, donc mytravelproject.fr. Perfect, perfect. Bah écoute, merci encore à toi et très belle continuation. Bonjour au Canada. Bah, merci beaucoup à toi, de m'avoir proposé cette interview, c'était super cool. Ah bah écoute, je m'en vois ravie parce que je pense que là, on a partagé. Moi, j'ai pris un très, très grand plaisir. J'ai passé un très bon moment et je pense que les gens, voilà, qui seront en face de la vidéo également. Donc, Super, bah, moi aussi, merci beaucoup c'était pour un ça. super moment. Merci beaucoup pour ça et j'espère qu'un jour, on aura peut-être l'occasion de se croiser sur Bah les oui, routes ça du serait cool. monde. Exactement. Voilà. Écoute, Sixtine, une très belle continuation à toi et puis à une prochaine fois. Merci et belle continuation, à toi aussi. Hâte de voir la vidéo en ligne. Ouais, super, je te tiendrai au courant. Ciao, ciao. Ciao.